L'histoire s'ouvrait sur un affrontement sanglant, sans aucun équilibre. Les têtes tombaient une à une, roulant sur le sol, toutes tranchées par la main d'un seul homme. Pourtant, malgré ce carnage, des larmes coulaient sur son visage. On devinait qu'au fond, il ne désirait pas se battre. Dans l'ombre, un homme éclata de rire et se moqua de lui avec cruauté. Il affirma que c'était donc là le chef de la famille Sun Wu, mais qu'il ne s'appuyait que sur les arts martiaux de Xuan Chang et Diong Kang. Avait-il donc oublié les 13 sabres légendaires de son clan? Seul l'ancien chef, Ji, avait jamais hérité de cet article. Celui qui le ridiculisait n'était autre que Dutan, le maître redouté du culte du démon de sang. Dutan l'accusa encore, disant qu'il n'était pas surprenant qu'un tel rebut de cadavres de dragon massacre ses propres proches. Puis, avec un sourire tordu, il exigea de lui qu'il tue l'enfant qui se tenait devant lui avec la même froideur. Cet homme brisé, c'était Jin, le dernier patriarche du clan Sun. Devant lui se tenait Yuna, une femme de son clan. Hanté par les visions des siens déjà tombés, Jin tourna un instant la tête et aperçut leur silhouette spectrale. D'une voix tremblante, il s'excusa, confessant qu'il ne pouvait plus porter l'héritage de sa famille, ni même celui de son chef d'escouade. Mais l'esprit de ce dernier apparut, l'exhortant à ne pas sombrer dans la pitié. Il lui rappela que ses efforts suffisaient. Le poids du résultat n'avait jamais reposé sur ses épaules. Tant qu'il combattrait jusqu'au bout, sans se rendre, il ne serait jamais un perdant, même dans la défaite. Ces paroles résonnèrent dans la mémoire de Jin et ravivèrent en lui un dernier souffle de détermination. Il savait qu'une capture le condamnerait à devenir le pantin de Dutan, forcé de commettre des atrocités, peut-être même à profaner la mémoire de son escouade. Une telle honte ne pouvait advenir. Il leva donc sa lame vers sa propre gorge. Dutan se mit à rire, se demandant avec moquerie ce qu'il comptait faire. Mais Jin répondit avec fermeté qu'il pouvait bien le tuer, jamais il ne se servirait de son corps. Même mort, il le hanterait comme un spectre. Et sur cette promesse, il enfonça sa lame dans sa poitrine. Les ténèbres l'engloutirent. Dans son dernier souffle, il regretta une vie gâchée, se lamentant de n'avoir jamais osé, d'avoir toujours reculé face à ses frères, de n'avoir jamais atteint son véritable potentiel. Alors que sa vision s'éteignait, une voix familière l'appela. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se découvrit petit, potelé, les mains liées, à genoux devant un homme qui criait sur lui. Ébahi, il crut rêver, car il n'avait pas vu son père depuis plus de 10 ans. Pourtant, c'était bien Young, le patriarche actuel du clan Sun Wu. Quand Jin l'appela, il s'aperçut aussitôt que sa voix était plus aiguë, plus enfantine. Ses mains étaient courtes, ses doigts ronds et maladroits. Young l'interrogea, lui reprochant son silence, comme s'il avouait ainsi le meurtre de son futur beau-frère. Choqué, Jin demanda si son père l'accusait réellement d'avoir tué Dana-san, son unique ami, pourtant mort plus de 10 ans auparavant. Il se souvint de cette nuit de chaos, marquée par l'alcool. Mais jamais il n'avait eu l'intention ni la capacité de tuer. Alors, la vérité s'imposa. Il venait d'être renvoyé à l'instant précis où il avait été accusé à tort du meurtre de son ami. Il répondit à son père qu'il ne se souvenait de rien. Young entra dans une colère noire, déclarant qu'une telle excuse était inacceptable, et qu'il était impossible de présenter des excuses au clan Dan avec de pareilles paroles. Ses demi-frères, Huk et Gi, se moquèrent de lui. Huk proposa de le mutiler et de l'envoyer ainsi au Dan pour apaiser leur colère. Sun suggéra de le bannir du clan et de régler eux-mêmes l'affaire. Mais Gi, plus cruel encore, conseilla de l'envoyer au front. L'alliance de Murium exigeait un descendant de lignée directe. Puisqu'il était condamné de toute façon, autant l'utiliser de cette manière. Jin comprit que c'était la même destinée que dans sa vie précédente, lorsqu'il avait 21 ans. Le front signifiait le champ de bataille contre le culte du démon de sang, celui qui avait conquis Yunnan. 10 ans auparavant, l'alliance orthodoxe de Muram avait mené la grande guerre sanglante contre eux, réussissant à peine à contenir leur avancée vers Zangan. Incapables de reprendre Yunnan, ils avaient installé une ligne de défense, bientôt connue sous le nom de champ de bataille du démon de sang. Depuis, clans et sectes maintenaient cette ligne en envoyant leurs descendants, souvent contre leur volonté. Bien que dépourvu de talent martial, le crime qu'on lui imputait suffisait à sceller son sort. Mais cette fois, Jin jura de ne pas subir. Il comprit que l'un de ses frères avait monté ce complot et que son père avait choisi de l'envoyer à la mort une fois encore. Mais il se promit d'en percer la vérité. Plus tard, Yuna vint à lui. Elle lui demanda s'il allait bien. Jin lui assura que oui, puis s'enquit de son état. Elle répondit qu'elle restait la même et affirma qu'elle croyait, au fond d'elle, qu'il n'était pas coupable. Contrairement au passé où Jin n'avait su que pleurer et remercier Yuna de sa confiance, il se montrait désormais ferme et assuré. Il était innocent. Cette certitude, loin de la fragilité d'autrefois, troubla sa sœur. Il remarqua sa surprise et s'interrogea. Comment pouvait-elle se dire convaincue de son innocence et en même temps être ébranlée par sa conviction? Pour lui, l'évidence ne souffrait aucun doute. Hong avait été son seul véritable ami, le fiancé de Yuna. Jamais il n'aurait eu la moindre raison de le tuer.
Plus encore, l'arme qui avait ôté la vie à Hong était précisément celle qu'il avait abandonnée. Tout prouvait qu'il avait été piégé. Il aurait pu présenter ses arguments devant leur père, mais il avait choisi un autre chemin. Non pas supplier, mais se jeter sur le champ de bataille. Son esprit fut envahi par les souvenirs de son enfance. La mort prématurée de sa mère, l'absence d'un soutien maternel, les éloges qu'il avait reçus pour sa mémoire prodigieuse et l'intelligence qui, très tôt, l'avaient fait remarquer comme un génie. Mais pour survivre, il avait faim la stupidité. À force de jouer ce rôle, il s'était perdu dans cette façade. Son éclat s'était terni, son esprit s'était émoussé, et son corps s'était alourdi sous la honte. Pourtant, cette fois-ci, il refusait de se laisser consumer. Il voulait changer. Sur le champ de bataille, il comptait croiser son modèle, le berserker à la fureur tempétueuse, Sulpong, le dragon rugissant des plaines de guerre. Mais déjà, il percevait quelque chose d'étrange. L'attitude de Yuna n'était plus la même que dans le passé. Peut-être sa froideur venait-elle de son nouveau calme à lui. Son assurance changeait les regards. Alors qu'il s'interrogeait, une ombre surgit. Son père était là. Jin eut la sensation que même Young agissait différemment cette fois. Dans une autre vie, il avait supplié, imploré d'être épargné. Mais à présent, le cours des événements bifurquait. Son père, d'un ton grave, demanda s'il avait réellement été victime d'un complot. Jin comprit alors. Young avait sans doute entendu ces paroles avec Yuna. Peut-être les avait-il même observées en silence par le passé. Le patriarche avoua qu'il savait depuis toujours que Jin simulait l'incompétence, sans deviner qu'il désirait fuir la maison. Si tel avait été le cas, jamais il n'aurait permis que tout cela advienne. Il s'excusa d'avoir gâché la vie de son fils. Bouleversé, Jin se rappela toutes ces années de négligence paternelle. Mais en y repensant, la vérité s'éclairait. La famille maternelle détenait un pouvoir immense au sein du clan Sun, au point que même Young avait dû plier face à eux. L'ignorer, feindre l'indifférence, n'avait été qu'un calcul politique. Puis son père lui demanda « Qu'attendait-il ? Qu'espérait-il » Jin formula un vœu simple, accéder une seule fois à la bibliothèque du patriarche. Un seul jour suffirait pour parcourir leurs arts martiaux. Dans son ancienne vie, il était devenu patriarche par hasard, sans jamais avoir appris les techniques secrètes de son propre clan, contraint de voler celles des autres. Mais cette fois, s'il pouvait s'approprier ne serait-ce que les 13 épées Sun Wu, il aurait une chance. Young douta. Pouvait-on réellement assimiler des arts martiaux à partir d'un livre en une seule journée ? Mais Jin insista, mieux valait cela que le néant. Le patriarche accepta, mais à une condition. L'entraînement solitaire serait trop dangereux. Il enseignerait lui-même l'art ultime du clan, l'unité primordiale. Cette transmission, réservée au seul patriarche et à l'héritier, lui fut offerte. Assis en lotus, Jin grava chaque mot dans son esprit. Une étrange amertume le saisit. Ce privilège aurait dû l'honorer, mais il ne ressentait qu'un regret profond. À l'extérieur, ses frères hurlaient, implorant Young de revenir sur sa décision. Mais le patriarche les réduisit au silence. Si Jin mourait sans accomplir quoi que ce soit, l'honneur du clan serait sali. La décision était prise. Pour lui, un seul jour suffisait. Son don de mémoire absolue était sa véritable arme. Dans sa vie passée, il avait survécu sur le champ de bataille en imitant les techniques de ses compagnons, sans jamais oublier un seul geste. Tout ce qu'il verrait aujourd'hui serait gravé pour toujours. Il commença par l'unité primordiale, l'art suprême transmis par son père, puis les 13 épées Sun Wu, héritage caché du clan. Inlassablement, il avala page après page, signe après signe, jusqu'à l'épuisement. Son corps le trahissait, sa tête s'alourdissait, mais il continua à graver chaque détail dans sa mémoire. Enfin, brisé par la fatigue, il s'avoua vaincu. Il avait retenu chaque trait, chaque symbole, mais sans en comprendre le sens. Allongé dans l'herbe, le souffle court, il se demanda si cela avait la moindre utilité. La mémoire seule ne forge pas un maître. Et pourtant, il ne pouvait se résoudre à céder. Ses frères, non loin, riaient à gorge déployée. Leur voix parvenait jusqu'à lui, moqueuse et cruelle. À leurs yeux, il n'était rien de plus qu'un porc indigne du nom Sun. Ils se réjouissaient à l'idée de son départ imminent pour le champ de bataille des démons de sang. Même les jeunes femmes présentes détournaient le regard avec mépris. Pour tous, il n'était qu'une honte, un frère disgracieux promis à une mort certaine. Parmi les jeunes femmes présentes, l'une sursauta en apprenant que Jin partirait réellement sur le champ de bataille. Cette réaction l'irrita. Pourquoi devait-elle encore alourdir son humiliation ? Sun, lui, redoubla de mépris et acheva de l'écraser de ses sarcasmes. Mais dans ce tumulte, Jin distingua soudain son identité. Elle appartenait au clan Yagle. Alors, sa mémoire se réveilla. Si elle vient des Yagles,
Alors elle ne peut être que Yagle Séol, l'épée céleste de la sagesse. La prodige surgit de nulle part, qui porta un clan obscur au rang des légendes. La voyageuse des lames, celle qui avait parcouru d'innombrables terres, voilà donc pourquoi elle se trouvait là. Un autre frère, Géi, s'avança avec un sourire venimeux. Il voulait savoir si une seule journée passée dans la bibliothèque du patriarche avait suffi à Jin pour progresser. Jin se contenta de répondre sèchement. Un seul jour ne suffisait pas à transformer un homme. Pourtant, il faisait déjà tout ce qui était en son pouvoir. Il tourna les talons, décidé à retourner à son étude, mais la réplique fut un coup de poing brutal. Par réflexe, Jin leva la main. Et contre toute attente, il arrêta l'attaque. Autour de sa paume, une lueur violette vacilla. La stupeur paralysa Géi, mais plus encore Jin lui-même. Le choc avait traversé son bras d'une douleur cuisante, révélant la faiblesse de son corps. Il avait bloqué, oui, mais son enveloppe charnelle n'était qu'un fardeau qui réclamait désespérément l'entraînement. Un rire tonitruant jaillit derrière lui. Sun, moqueur, éclata d'un éclat cruel. Comment son frère Géi pouvait-il s'être laissé bloquer par un porc obèse? Quelle honte pour leur lignée! Géi se jeta à nouveau sur lui, multipliant les coups. Mais Jin, encore abasourdi, réussit à les parer tous. Une étrange familiarité le traversa. Ses gestes, il ne les connaissait pas, et pourtant, il les reconnaissait. Alors la vérité l'atteignit comme une flamme vive. Ce sont les frappes de la tempête, les 13 coups de notre clan. Il avait sous les yeux la technique qu'il venait à peine de déchiffrer dans les textes. L'excitation le gagna malgré lui. Il osa même féliciter son frère, provoquant l'incompréhension et la colère de son frère, mais derrière lui, d'autres se tordaient de rire autour d'eux. Quel idiot, quel porc grotesque, qui osait trouver du plaisir dans les coups de son frère. Géi reprit son assaut, les poings et les pieds se déchaînant dans une cadence rapide, semblable aux vagues d'une tempête. Cette fois, tout s'éclaira pour Jin. Là où les mots du livre restaient obscurs, l'expérience incarnée révélait leur vérité. Les mouvements avaient du sens. Mais il en vit aussi les failles, les ouvertures béantes. Sans réfléchir, il projeta sa paume en avant et toucha de plein fouet la poitrine de Géi. Un jet de sang éclaboussa l'air, et son frère s'effondra. L'horreur le saisit aussitôt. Il n'avait pas mesuré sa force. Lui-même chancela et s'écroula, le corps douloureux, vidé. Ayuk s'avança avec arrogance. À leur tour, ils allaient montrer leur talent. Jin gémit. Rien ne pouvait être pire. Mais à cet instant, Yagle Séol intervint. Sa voix claqua comme une lame. Quelle honte de s'acharner ainsi sur un frère épuisé, encore à terre, alors que l'un des leurs gisait déjà blessé. N'aurait-il pas mieux fait de se préoccuper de Géi plutôt que de se vautrer dans la cruauté? À ses côtés, Chongyin approuva son jugement. Pris au dépourvu, Sun bafouilla qu'ils allaient justement s'occuper de Géi. Huk se pencha vers son frère, inquiet. Jin, observant cette scène, soupira intérieurement. Oui, tout cela était pathétique. Mais il n'était pas moins pitoyable qu'eux, lui qui acceptait encore de se laisser abaisser. Alors que la troupe s'éloignait, il remarqua que Chongyin restait tourné vers lui, ses yeux posés sur lui avec une curiosité muette. Quand enfin ils disparurent, Jin murmura qu'il devait absolument se débarrasser de ce poids de chair qui l'encombrait. Son père arriva peu après. Pris de court, Jin se releva aussitôt, prétextant qu'il retournait à son entraînement. Mais Young surprit son fils d'un mot inattendu. Il était fier de lui. Une chaleur, étrangère et douce, s'épanouit dans la poitrine de Jin. Le patriarche parla alors de ses unions. 4 mariages, dont un seul choisi par amour, les autres imposés par le devoir. Avait-il eu raison? Lui-même doutait à présent. Jin comprit le sens dissimulé de ses paroles. Son père lui demanda enfin s'il avait lu le texte des 13 épées Sun Wu. Jin répondit que oui. Alors, Young dégaina son arme. Il allait s'entraîner, dit-il, chose qu'il n'avait pas faite depuis longtemps. Mais Jin devina la vérité. Son père ne s'exerçait pas pour lui-même. Il déployait ses techniques devant lui, rien que pour lui. Un à un, Young exécuta les 13 formes, de la première à la dernière, puis de la dernière à la première. Plus vite encore, plus net, comme des éclairs gravés dans l'air. Sous les yeux de Jin, ce n'était pas un simple spectacle, c'était une transmission vivante. Ragaillardi, Jin retourna à la bibliothèque. Ses yeux parcouraient sans relâche les journaux intimes de ses ancêtres. Chacun de leurs mots semblait cacher une clé, une énigme, un savoir qu'il n'arrivait pas encore à déchiffrer. Pourtant, malgré sa mémoire prodigieuse, les formes de l'épée restaient hermétiques, insaisissables. Et puis, un détail troubla son regard. La couverture d'un ouvrage paraissait plus épaisse que les autres. Méfiant, il la déchira avec précaution. Comme il s'y attendait, un secret y était enfoui. Entre les pages, 2 révélations interdites. La description d'une 14e forme, puis, sur la feuille suivante, d'une 15e. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Serait-ce vraiment cela? Ailleurs, dans ses appartements,
Yuna peignait sa chevelure face au miroir. Ses pensées dérivaient malgré elle vers ses hauts et ses cheveux soyeux qui l'emplissaient d'une sourde jalousie. Elle soupira, décidant qu'il lui suffisait de laisser pousser les siens un peu plus. Mais les éclats de rire de jeunes femmes dans le couloir attirèrent son attention. Elle gloussait, évoquant l'affrontement entre les frères Sunwoo, le quatrième fils qui aurait blessé le troisième, et celui-ci, pathétique, qui se serait évanoui devant la demoiselle du clan Yagle. Leur hilarité résonnait comme un poison. Yuna fit irruption, ses poings tremblants de fureur. Sa voix claqua. Que venait-elle de dire? Osait-on prétendre que son frère Gei avait été blessé par Jin? Terrifiées, les jeunes filles balbutièrent. Oui, c'était vrai. Plus loin, dans une chambre baignée de pénombre, Seol déposait une liasse de papier. Des renseignements sur Jin, achetés à prix d'or auprès d'un proche du clan. Chong-yin la remercia d'une voix douce, un ours en peluche serré contre elle. Seol s'esclaffa, moqueuse. Pourquoi donc s'intéresser à ce gros garçon? N'était-il pas ridicule, ses yeux noyés dans la graisse de son visage? Peut-être lui rappelait-il son jouet, son ours de chiffon. Chong-yin baissa les yeux, réfutant d'un murmure. Ce n'était pas cela. Ce qui l'intriguait, c'était ce dernier coup porté à son frère, une frappe qu'elle n'avait pas su comprendre. Elle voulait connaître le passé de Jin. Seol haussa les épaules, sceptique. Peut-être un simple hasard. Mais son sourire trahissait l'ironie. Qui d'autre perdrait son temps à s'intéresser à un porc incapable de tenir après une échauffourée? Puis elle pencha la tête, taquine. Pourquoi cacher ce bel œil sous une mèche? Chong-yin répondit calmement qu'elle voyait très bien ainsi. Seol insista, curieuse de savoir pourquoi elle dissimulait sa beauté. Mais la réponse fut simple. Si elle révélait son visage, d'autres la remarqueraient, et cela nourrirait jalousie et rancune. Un bref silence, puis un sourire complice scella leur amitié. Mieux valait rester dans l'ombre. Le lendemain, Jin se tenait prêt pour le départ. Young l'attendait. Pour l'honneur du clan, il espérait qu'il reviendrait sain et sauf. Jin promit de ramener la gloire à leur nom, puis se tourna vers Yuna. Elle était venue le saluer, une petite boîte entre les mains. Dedans, des boulettes de riz qu'elle avait préparées elle-même. Jin en resta stupéfait. Jamais il n'aurait cru qu'elle se donnerait cette peine. Il s'éclaira d'un sourire sincère, promettant de les savourer. En selle, il prit la route avec une escorte de guerriers. Mais soudain, il tira sur les rênes et s'arrêta net. Étonné, les hommes lui rappelèrent que le repos viendrait plus tard. Fixant leur chef, Zhong Kong, Jin déclara fermement qu'il continuerait désormais à pied. Les protestations fusèrent. Son corps lourd ne tiendrait pas la distance, et les retards coûteraient cher. Mais Jin resta inflexible. Ce poids, il devait l'abattre lui-même. Pour preuve de sa détermination, il leur abandonna sa monture, un cheval dont la valeur dépassait largement leur perte. Jin tendit les rênes à Kang, déclarant qu'il courait à sa place. Le guerrier le fixa d'un regard perçant, soupçonnant une ruse. Mais Kang finit par soupirer. Non, il n'y avait là aucun piège. Ce cheval valait bien plus que toutes les dettes qu'il pouvait réclamer. Pris de court, Jin comprit son erreur et inclina la tête. Ses mots résonnèrent comme une confession. Il avait mal jugé cet homme. Reconnaissant, il le qualifia d'honnête guerrier, digne de marcher à ses côtés. Kang secoua simplement la tête. Il n'avait fait que dire la vérité. Jin ajouta alors que s'il connaissait la valeur de sa monture, il redoutait qu'elle ne devienne un fardeau pour son esprit. Un cheval trop précieux pouvait peser davantage que la graisse de son corps. Il préférait s'en défaire et demander, en échange, que Kang continue de le protéger. Le vétéran, touché, inclina la tête. Dès lors, l'escorte fit serment de l'accompagner au prix de sa vie. Alors commença la course insensée. 3 jours de chevauchée effrénée séparaient leur camp de Yunnan. Tenter le trajet à pied relevait de la folie, surtout dans l'état de Jin. Mais lui voyait dans cette souffrance le feu qui consumerait ses faiblesses. Ses poumons brûlaient, son ventre se retournait. Bientôt, il vomit sur le bas-côté. Kang l'observa, interloqué. Ne voulait-il vraiment pas remonter en selle? Essuyant sa bouche, Jin reprit d'une voix rauque, assez de repos. Il devait continuer. 15 minutes plus tard, il s'écroula de tout son poids, gémissant qu'il n'avait plus de force. C'est alors qu'un voile de soie effleura sa nuque. En relevant les yeux, il vit Chong-yin qui, sans un mot, lui tendait un mouchoir. « Essuie ta sueur », dit-elle d'un ton léger. Honteux, Jin balbutia une excuse, confus de lui montrer une telle faiblesse. Mais ce fut elle qui s'étonna qu'il ait retenu son nom. Il avoua l'avoir entendu la veille dans la bouche de Seol. Son sourire, discret, illumina un instant ses traits. Elle lui dit de garder le tissu, qu'elle en avait d'autres, puis lui souhaita bonne chance avant de s'éloigner. Ses camarades restèrent figés, la bouche ouverte, avant d'exploser en sanglots moqueurs. Elle devait s'intéresser à lui. Jin nia vigoureusement, mais son cœur battait autrement. Ces quelques mots suffisaient à rallumer une flamme au fond de lui. Pourtant, à peine repartit-il qu'il vomit à nouveau, s'écroulant dans la poussière.
Kang finit par décréter qu'il s'arrêterait pour manger, faute de quoi il ne verrait jamais Yunnan. Le soir venu, autour du feu, Jin demanda poliment à partager leur repas. On se moqua. N'avait-il pas emporté la cuisine de sa sœur? Son visage se crispa. Non, ce n'était pas de la cuisine. C'était du poison. Les rires fusèrent, les hommes plaisantant sur la beauté de Yuna. Si une telle femme savait aussi cuisiner, le monde ne serait pas équitable. Mais Jin secoua la tête. Non, ce n'était pas une maladresse, mais une intention meurtrière. Et ses pensées dérivèrent. Dans son ancienne vie, il avait cru à la tendresse de sa sœur, aveuglé par son propre besoin d'amour. Mais derrière son sourire se cachait haine et dégoût. Comment avait-il pu être si naïf? Peut-être que l'accident qui avait coûté la vie au fiancé de Yuna n'était pas un accident. Peut-être était-ce elle. Sa gorge se serra. Autrefois, il avait été heureux de sentir l'ombre de l'affection de son père, sans voir que sa sœur ne l'avait jamais soutenu. Avec cette lucidité amère, il se redressa et demanda à Kang une lame simple. Dès lors, le voyage prit un rythme implacable. Les autres chevauchaient, lui couraient. Lors des haltes, il maniait son arme jusqu'à l'épuisement. La nuit, il cultivait au lieu de dormir. Chaque instant perdu signifiait une mort certaine au champ de bataille. S'il voulait survivre, il devait se briser, puis renaître. Kang finit par s'avouer impressionné. Jamais il n'avait vu une telle obstination. Lui-même avait douté de Jin, et s'en trouvait honteux. Mais Jin, haletant, répondit simplement qu'il n'avait pas le choix. Il devait vivre. C'est alors qu'un sifflement fendit l'air. Une flèche, rapide comme l'éclair, passa tout près. Les guerriers se mirent aussitôt en garde. Des silhouettes surgirent de la nuit. Un cercle de lames les enfermait déjà. Leur chef avança, se présentant comme Mak Guzam, maître de la forteresse du Tigre Vert. Son sourire cruel étincelait dans l'ombre. Qu'ils déposent leurs armes ou qu'ils meurent ici. Kang reconnut l'homme, et son visage se durcit. À voix basse, il ordonna à Jin de fuir dès que le combat commencerait. Il ne tiendrait pas longtemps. Mais Jin savait. Guzam n'était pas un brigand ordinaire, il avait goûté aux arts martiaux. Kang tenta une négociation, offrant un tribut pour éviter le sang. Guzam ricana. Le tribut, c'était tout, armes, chevaux, vêtements. Qu'il se dépouille ou qu'il meure. Jin serra les dents. Sa voix claqua comme une gifle. Comment osez-vous attaquer le troisième fils du clan Sun? Voulez-vous que votre forteresse soit réduite en cendres? Le silence tomba un instant. Puis l'éclat de rire de Guzam éclata, tonitruant. Lui, héritier du Sun, quelle plaisanterie! Mais Jin tenait entre ses mains un emblème de bronze qu'il brandit fièrement. Méfiant, le bandit exigea qu'il le lui jette. Jin fit mine d'obtempérer, lançant l'objet en l'air. Les yeux de Guzam se levèrent, sa main se tendit, et lorsqu'il l'attrapa, il réalisa trop tard que ce n'était qu'une simple plaque d'auberge. Dans l'instant de stupeur qui suivit, Jin bondit. Sa lame s'enfonça dans la poitrine du chef des bandits. Le sang jaillit, et Guzam s'effondra, son regard incrédule fixé sur l'acier qui lui transperçait le cœur. Les hurlements des bandits éclatèrent dans la nuit, pourtant, c'étaient eux qui avaient tendu l'embuscade. Jin jeta sa première lame, esquiva un coup fulgurant, et d'un geste fluide dégaina l'arme dissimulée dans son dos. Son corps s'élança, porté par une précision meurtrière. Chaque pas résonnait comme une sentence, chaque frappe emportait une vie. Les hommes s'effondraient les uns après les autres, hurlant toujours qu'ils étaient victimes d'un guet-apens, alors même qu'ils mouraient de leur propre trahison. Kansung et ses compagnons, d'abord stupéfaits, reprirent leurs esprits. Jin, seul, décimait les assaillants. Leur chef cria qu'ils étaient en train de se faire massacrer. La panique gagna leur rang. Certains tentaient de fuir, d'autres frappaient à l'aveugle. Mais Jin, inarrêtable, frappait comme s'il brûlait tout entier. Une ivresse nouvelle enflammait son sang. Voilà ce qu'il avait oublié. L'air du combat. Ce souffle sauvage qui insufflait la vie à son cœur. Lorsque le dernier corps s'écroula, un silence lourd tomba. Le sol était jonché de cadavres. Jin aussi s'abattit, haletant, le corps secoué par l'épuisement. Kansung et ses hommes le fixèrent, bouche bée. Un vétéran osa murmurer. N'était-il pas en vérité un maître martial revenu à la jeunesse? Jin rit faiblement, secouant la tête. Impossible. S'il l'était, jamais une simple escarmouche ne l'aurait laissé dans cet état. Pourtant, Kansung avait vu, cette lumière fugace, ce chi d'épée. Jin le nia. Ce n'était pas du chi, seulement 20 années de cailles concentrées et libérées à travers les très épais Sun Wu, célèbres pour leurs frappes masquées. Le vétéran baissa les yeux, honteux. À 40 ans, lui n'avait réuni que 20 années de ki, et encore, en suivant une technique de troisième ordre achetée dans une librairie, la méthode des Seekers unis. Jin soupira. Choisir un tel manuel frôlait la plaisanterie. Et pourtant, il fallait reconnaître la persévérance. Ses efforts étaient réels, gâchés seulement par un mauvais chemin.
Un reflet de ce qu'il avait lui-même connu autrefois, obligé de mendier des bribes d'arts martiaux qu'on lui refusait. Peut-être, songea-t-il, faudrait-il un jour tendre la main à cet homme. 9 jours plus tard, leurs pas les menèrent enfin jusqu'à destination. Le souffle court mais l'esprit satisfait, les guerriers rirent de soulagement. Enfin, un vrai repos. Jean offrit de payer toutes les boissons. Les hommes, joyeux, saluèrent sa générosité. Décidément, l'héritier d'un grand clan savait se montrer digne. Autour de la table, les histoires de famille s'échangèrent. Mais Jean, distrait, fixait un point dans la foule. Ses compagnons suivirent son regard, et leurs yeux s'écarquillèrent. Elle était là. Chongqing. Son pas la mena droit vers eux. Jean sourit, heureux de la revoir, prêt à l'inviter. Mais avant qu'il n'ouvre la bouche, elle tira une chaise et s'assit à ses côtés. Les hommes, honorés, la saluèrent et proposèrent à boire. Elle déclara simplement qu'elle n'avait pas faim. Ce qu'elle voulait, c'était se porter volontaire pour les lignes de front. Surpris, notre protagoniste se demanda ce qu'il venait d'entendre. Les hommes assis à la même table parurent eux aussi choqués. L'un d'eux lui demanda pourquoi elle disait vouloir se rendre sur la ligne de front. Qin Jian ne répondit pas et se contenta de baisser la tête pour boire son thé. Xuan Yujin fronça les sourcils. Il pensa que même les héros célèbres se rendaient rarement dans cet endroit dangereux et que, désormais, on était contraint de recruter des soldats par manque de soldats. Il fut surpris à l'idée qu'une jeune fille puisse partir seule. Incapable de rester silencieux, il lui demanda si elle pouvait expliquer pourquoi elle devait s'y rendre. Qin Jian garda le silence, fixant d'un air blasé notre protagoniste. L'atmosphère devint soudainement pesante. Après quelques secondes de réflexion, elle changea de sujet, lui faisant remarquer qu'il avait beaucoup maigri. Gêné par sa remarque, Yujin se gratta la tête en souriant. Il lui répondit que son voyage et son entraînement étaient à l'origine de sa forme actuelle. Qin Jian murmura qu'il avait effectivement beaucoup perdu de poids, au point qu'elle l'avait remarqué immédiatement. L'un des hommes assis à côté, tout en souriant, ajouta que notre protagoniste était sérieux et travailleur, et qu'il avait même affronté des bandits terrifiants sur la route. Un autre ajouta qu'en plus de cela, notre protagoniste était devenu encore plus beau après avoir maigri. Xuan Yujin, d'un air un peu gêné, déclara qu'on lui disait souvent qu'il serait super beau s'il perdait du poids. Qin Jian posa alors son verre, se leva et annonça qu'elle devait s'absenter un moment. Elle se détourna et s'enfonça au fond de la salle, tandis que la table derrière elle restait animée. On invita Xuan Yujin à boire un autre verre pour porter un toast, et il accepta avec un sourire généreux, disant qu'il ne ferait pas de manière. La nuit devint de plus en plus sombre et silencieuse. Qin Jian se tint seul dans la cour et poussa un long soupir. Elle était en effet assez déçue de l'état de forme actuel de notre protagoniste, car sa forme généreuse et ronde d'avant lui donnait un air tellement mignon, semblable à celui de son ourson Dumpling. Elle pensa également au coup qu'il avait porté, comme s'il s'agissait d'un simple coup de chance, lors du duel avec son frère, ainsi qu'à son passé qu'elle avait découvert en fouillant dans son histoire. Tout chez lui piquait sa curiosité. Ses pas chancelants, sa faiblesse physique et le peu d'endurance qu'il avait manifesté tout au long du chemin faisaient qu'elle voulait à tout prix le protéger des assassins du culte du sang. Elle estima qu'elle devait le protéger, puisqu'elle avait été la première à découvrir son côté attendrissant, et considéra cela comme sa responsabilité. Elle se rappela l'avoir suivi tout ce temps et constata qu'à présent, il était en sécurité. Elle n'avait donc plus aucune raison de se rendre sur la ligne de front. En repensant à l'inquiétude qu'avait dû provoquer son départ auprès de sa famille, Qin Jian prit la décision de rentrer chez elle dès le lendemain, mais le destin en décida autrement. Un cri perçant fendit soudain le ciel nocturne. Qin Jian sursauta et tourna brusquement la tête vers la source du bruit. Une voix, déformée par la peur, appelait à l'aide depuis les profondeurs de la forêt. Sans la moindre hésitation, elle dégaina son épée et s'élança en direction du cri. À peine eut-elle pénétré sous la voûte sombre des arbres qu'une ombre jaillit de la pénombre. Une lueur rouge, sinistre et oppressante, flottait autour de la silhouette. Le monstre se précipita sur elle sans avertissement. Qin Jian esquiva de justesse un violent coup de griffe, sentant le souffle de l'attaque frôler sa peau. Dès ce premier échange, elle comprit que son adversaire ne cherchait même pas à se défendre. Elle en conclut alors qu'elle devait en finir rapidement avec lui, d'un seul coup d'épée. Resserrant la prise sur son arme, elle déchaîna une rafale de coups. En un instant, les attaques s'enchaînèrent, traçant dans l'air des arcs d'énergie bleutée qui se croisèrent dans un éclat aveuglant. La dernière frappe sembla trancher le ventre du monstre et pourtant, lorsque la lumière se dissipa, le monstre se tenait toujours là, parfaitement immobile. Frappé de stupeur, Qin Jian constata avec incrédulité que la créature n'était absolument pas blessée. L'instant suivant, le monstre se retourna en une fraction de seconde et fondit sur elle. Elle n'eut pas le temps de réagir et fut violemment frappée, laissant échapper un gémissement avant d'être projetée en arrière. Soutenue par la force de ses jambes, elle parvint bien que mal à se stabiliser de justesse. En relevant la tête, une question glaça son esprit. Quel genre de monstre possédait une telle puissance? La créature, dépourvue d'yeux et dont la bouche semblait cousue,
poussa un cri strident qui résonna dans la forêt avant de bondir de nouveau vers elle. Peu intimidé, Qingjian concentra toute son énergie dans son épée, laissant émaner autour d'elle une lumière d'un bleu écarlate. Ses attaques filèrent comme des étoiles filantes, visant le dos du monstre. Pourtant, une sueur froide coula le long de son visage lorsqu'elle réalisa que ses techniques restaient totalement inefficaces cet instant. Un vieil homme surgit de la forêt, apparemment décidé à affronter la créature. Qingjian tenta de l'arrêter, mais il était déjà trop tard. La lame qu'il brandissait se brisa instantanément au contact de la peau du monstre. L'homme resta figé, regardant le manche brisé dans sa main, comme si toute vie l'avait quitté. Le monstre observa les marques insignifiantes sur son torse, puis transperça le corps du vieil homme d'un seul geste. Tentant de sauver ce qu'il restait du vieux homme potelé, Qingjian fonça, son arme levée, vers le monstre humanoïde. Se déplaçant derrière la créature, elle tenta de lui asséner un coup d'épée à la nuque. Mais la créature saisit la lame à main, nue sans reculer d'un pas. Elle tourna lentement son regard vers notre héroïne, dévoilant un sourire digne d'un titan de SNK. Un frisson d'effroi parcourut l'héroïne. Au même moment, une force colossale frappa la créature à la tête. Xuan Yujin venait d'arriver avec les autres. Il se précipita vers Qingjian et s'enquit de son état. Elle lui indiqua qu'elle allait bien. Tous tournèrent alors leur regard vers le corps étendu au sol et reconnurent frère Liang. Le visage de Xuan Yujin se figea. Il ordonna immédiatement aux autres de retourner à l'auberge. La panique gagna le groupe. Certains protestèrent, toutefois notre protagoniste leur expliqua que foncer vers l'auberge était leur meilleure chance de survie, car il leur serait difficile de venir à bout du monstre à l'extérieur. Leur crainte se confirma. Le monstre, peu enclin à leur laisser le temps de se coordonner, fonça d'un bond vers nos protagonistes. Qingjian se plaça devant le groupe, déterminé à les protéger. Un choc violent éclata lorsque son épée embrassa la peau du monstre, laissant émaner une lumière d'un rouge écarlate. Voyant le contrôle du combat leur échapper, notre protagoniste tenta d'alerter les autres, mais au même moment, Qingjian sentit ses forces la quitter. Elle perdit l'équilibre et bascula en arrière, le cœur envahi d'une crainte indescriptible. À cet instant, Xuan Yujin la saisit par la taille et lui couvrit la bouche pour l'empêcher de faire du bruit, lui évitant au passage un coup de griffe du monstre. Agacé, celui-ci éclata d'un rire dément. Accroupi, Xuan Yujin posa un doigt sur ses lèvres pour lui intimer le silence. Juste à côté d'eux se tenait le monstre humanoïde. Le monstre, immobile, se contentait de tourner lentement la tête de droite à gauche, comme s'il cherchait quelque chose. Accroupi à proximité, il retenait leur souffle. L'attitude inhabituelle de la créature attira l'attention de Qingjian. Elle remarqua alors qu'au cours de tout le combat, le monstre n'avait jamais ouvert les yeux. L'évidence la frappa soudain. Cette chose était aveugle. Une voix s'éleva brusquement. Quelqu'un appelait leur protagoniste et lui demandait s'il allait bien. Interpellé par la voix, le monstre esquissa un rictus malsain. Comme stimulé par le son, il se rua férocement vers la source du cri. Xuan Yujin comprit immédiatement que la situation devenait critique. Les gens de l'auberge étaient en danger. L'auberge était déjà devenue un véritable enfer. Des cris retentissaient de toutes parts, les clients se bousculaient dans la panique. Certains hurlaient en désignant le monstre, tandis que d'autres avaient déjà rejoint les bras de Thanatos, les yeux baignés d'incrédulité dans leur propre sang. Le visage de Xuan Yujin se décomposa. Il appela frère Yi, qu'il vit agoniser entre les griffes de la créature. Pourtant, comme sauvé par le destin, frère Yi fut violemment projeté au sol par le monstre. Celui-ci saisit ensuite à main nue la lame de l'épée de frère Zhang. Ce dernier tenta désespérément de se libérer, mais ses efforts furent vains. Constatant l'impuissance de son frère d'armes, Xuan Yujin attrapa une chaise et l'abattit de toutes ses forces sur le monstre, le projetant contre l'une des tables du restaurant. Profitant du bref répit ainsi accordé, il ordonna à tous ceux présents de se taire, leur intimant de ne produire absolument aucun bruit. Zhang, paniqué, lui souffla de fuir au plus vite. Mais autour d'eux, le chaos ne faisait que s'intensifier. Des appels à l'aide fusaient, certains criaient aux tenanciers d'aller prévenir les autorités. Le visage de Xuan Yujin s'assombrit. Il comprit que s'il ne parvenait pas à calmer la foule, personne ne survivrait. Le monstre se redressa lentement. Xuan Yujin se fraya un chemin à travers la foule en criant. Il saisit une table ronde à deux mains, les veines gonflées par l'effort, puis la renversa. Attiré par le bruit, le monstre tourna brusquement la tête de gauche à droite. Xuan Yujin en profita pour ordonner à tout le monde de se taire. En un instant, le silence s'abattit sur la salle, si profond qu'on aurait pu entendre tomber une aiguille. Personne n'osait bouger. À distance, Qingjian observait la scène avec un regard froid, tandis que les yeux de Xuan Yujin brillaient de calcul. Il ramassa alors un tabouret et le lança de toutes ses forces loin de la foule. Comme prévu, le monstre se laissa tromper par le son et se dirigea aussitôt vers sa source. Malgré ce semblant de calme, la terreur persistait dans les regards. Certains couvraient la bouche de leurs compagnons pour éviter le moindre bruit. Pourtant, l'anxiété de Xuan Yujin ne retombait pas. Il comprit que cela ne suffirait pas. Même privé de l'ouïe,
le monstre finirait par les repérer grâce à son odorat. Il fallait agir avant d'en arriver là. À cet instant précis, un cri clair retentit. Qu'un géant bondit vers le monstre, l'épée levée, entouré d'une étrange énergie. Au moment où elle frappa, la créature se retourna brusquement et leva le bras pour bloquer l'attaque, la repoussant violemment en arrière. Une fois au sol, qu'un géant se releva aussitôt et se rua de nouveau à l'assaut, lui assénant une rafale de coups d'épée. Profitant de l'échange, elle demanda à Xuan Yujin d'expliquer clairement ce qu'il savait du monstre. Il indiqua alors que la créature ne reconnaissait les gens qu'à leur voix et qu'il ne devait produire aucun son, pas même respirer. Terrifiés, les survivants se couvrirent la bouche et retinrent leur souffle. Cependant, en observant le combat acharné, Xuan Yujin changea d'avis. Il comprit que le silence seul ne suffirait pas. Si le monstre ne pouvait plus entendre, il finirait par sentir leur présence. Il fallait donc l'éliminer avant que cela ne se produise. Son regard balaya la salle et s'arrêta sur une assiette remplie de pièces de cuivre. Il comprit qu'il devait détourner l'attention du monstre. Tant que celui-ci resterait entièrement concentré sur Qingjian, il aurait une chance d'intervenir. Qingjian fut surprise de le voir se déplacer vers le monstre. Xuan Yujin se glissa sur la pointe des pieds derrière la créature et leva discrètement l'index devant ses lèvres pour indiquer le silence. La situation évoluait à une vitesse fulgurante. Il savait qu'il devait exploiter cet instant, utiliser le son des pièces pour attirer l'attention du monstre et profiter de l'ouverture pour se rapprocher d'un mouvement précis. Il frappa la corde de pièces de cuivre. Les pièces s'entrechoquèrent et se dispersèrent sur le sol dans un tintement chaotique. Le bruit résonna dans toutes les directions à la fois. Xuan Yujin estima que, confronté à une telle confusion sonore, même cette créature aurait du mal à réagir correctement. Profitant de cet instant, il bondit soudainement puis atterrit discrètement derrière le monstre. Comme prévu, la créature fut désorientée par les sons multiples. Xuan Yujin continua d'avancer en silence. Il se répéta intérieurement que la moindre erreur lui serait fatale. Il savait que si les griffes du monstre ne faisaient que l'effleurer, son corps serait déchiré en morceaux. Il tendit lentement la main vers le dos de la créature. Sa gorge se serra soudainement, un hoquet brisa le silence, plongeant l'ensemble de la salle dans la stupeur. Bien que le responsable du bruit tenta désespérément de se couvrir la bouche pour l'étouffer, cela ne servit à rien. Les hoquets se propagèrent aussitôt, l'un entraînant l'autre, tels des cloches annonçant l'arrivée de l'ange de la mort. À chaque son, la tête du monstre réagissait, pivotant lentement en direction de sa source. Les yeux de Xuan Yujin s'écarquillèrent, tandis que la sueur coulait le long de son visage. Le visage cousu de la créature se rapprochait dangereusement de lui. Bien qu'il eût les yeux fermés, il eut l'étrange impression qu'elle voyait tout, comme si rien ne pouvait lui échapper. Spectateurs impuissants, les autres restaient médusés devant la scène, la peur leur coupant le souffle. Craignant pour la sécurité de notre protagoniste, Chongyongium se jeta instinctivement sur la créature. En observant la scène, Jin comprit intérieurement qu'il ne pouvait plus reculer. Il tendit alors les mains vers les paupières du monstre et les ouvrit brusquement. La salle fut aussitôt déchirée par un hurlement glaçant. Sous les yeux ébahis de Chongyongium, et loin d'être perturbé, notre protagoniste asséna un violent coup de coude au torse de la créature, la projetant brutalement au sol. Profitant de cette ouverture, il exhorta les autres à viser la bouche du monstre. Bien que surprise au premier instant, Chongyongium retrouva rapidement son sang-froid. Elle comprit qu'une épée ordinaire ne pourrait traverser la peau de la créature, mais qu'une attaque directe dans sa gueule pourrait l'achever. Ayant saisi l'intention de notre protagoniste, elle mobilisa sans hésitation toute son énergie interne. Un talot bleu, discret mais chargé de puissance, enveloppa son corps. Elle bondit dans les airs, plongea vers le sol et planta sans pitié son épée dans la gueule béante du monstre. De toutes ses forces, elle enfonça la lame jusqu'à la garde. Les yeux de la créature se révulsèrent, tandis qu'un flot de sang frais jaillissait violemment de sa bouche. Notre protagoniste tendit la main et effleura celle de Chongyongium, un geste silencieux, mais chargé d'encouragement et de confiance. Ensemble, ils unirent leurs forces pour maintenir l'épée profondément enfoncée dans la gueule du monstre. Après plusieurs râles étranglés, la créature s'effondra finalement, inerte. Un long soupir de soulagement échappa aux deux combattants, leurs vêtements trempés de sueur, tandis qu'autour d'eux les témoins demeuraient bouche bée, incapables de croire à ce qu'ils venaient de voir. À l'aube naissante, la nuit d'horreur s'acheva enfin. Une fois le calme revenu, les survivants commencèrent à rassembler les corps des victimes, les alignant dans une longue file silencieuse et endeuillée. Pour les sortir de leur torpeur, notre protagoniste les interpella. Il souhaitait leur faire ses adieux. Il leur expliqua que le chemin qui l'attendait restait long et qu'il devait repartir sans tarder. Les survivants le remercièrent profondément et lui souhaitèrent un voyage sûr et paisible. Avant de partir, notre héros sortit 3 livrets fins et les leur remit. Avec modestie, il précisa que ces ouvrages n'avaient rien d'exceptionnel, mais qu'ils surpasseraient malgré tout l'art interne traditionnel des 6 unions. Les guerriers prirent les livrets,
et en un instant, leurs visages se figèrent. Ce qu'ils tenaient entre leurs mains n'était pas un simple manuel. C'était l'art interne de préservation du cœur. Une technique secrète d'une valeur inestimable, bien supérieure à l'art des 6 unions qu'il pratiquait jusque-là. Notre protagoniste expliqua également qu'il avait ajouté plusieurs techniques de sabre qu'il maîtrisait personnellement. Il se souvint que dans sa vie passée, cet art avait été le pilier de son ascension. En tant que chef de clan, il lui avait offert une puissance équivalente à 50 années de cultivation, le hissant parmi les artistes martiaux de première classe. Se sentant indigne, l'un des guerriers lui demanda pourquoi il faisait cela pour eux et comment il pouvait le remercier. Il leur expliqua simplement qu'il voulait les transmettre à ceux qui avaient combattu et frôlé la mort à ses côtés, et que survivre côte à côte avait déjà fait d'eux de véritables amis. Il ajouta de plus que, de toute façon, ces livres ne lui étaient désormais d'aucune utilité. Profondément touchés, les guerriers jurèrent de s'entraîner sans relâche et qu'un jour, ils le retrouveraient. Non plus faible comme avant, mais assez fort pour se tenir à ses côtés. Après ses adieux, il poursuivit son chemin avec Chonjion, déterminé à atteindre la ligne de front au plus vite. Elle le qualifia d'étrange. Jamais elle n'avait vu un artiste martial offrir une technique aussi précieuse à des inconnus. Jin se contenta de sourire. Il précisa que ce n'était pas un secret familial, puis la mit en garde. Il lui demanda si elle voulait réellement l'accompagner jusqu'au front, car le front n'était pas un champ de bataille ordinaire. Là-bas, les monstres étaient innombrables. Et même le cuit de sabre classique y devenait inutile. Mais Chonjion ne flancha pas. Elle lui expliqua qu'elle avait réfléchi et qu'elle pensait que c'était la bonne décision pour elle d'y aller, car si ce lieu grouillait de monstres, cela signifiait que des hommes et des femmes courageux versaient leur sang chaque jour pour les protéger. Par conséquent, reculer serait une honte. Elle déclara qu'elle n'avait pas appris les arts martiaux pour vivre confortablement. Son père lui avait toujours appris à faire face au monde la tête haute. Puis elle posa une question directe à notre protagoniste. La voyait-il comme une simple jeune fille ou comme une véritable artiste martiale? À cet instant, Jin comprit. Il réalisa qu'il l'avait sous-estimé. Non pas par mépris, mais par erreur. Il s'inclina profondément et s'excusa pour avoir douté de sa détermination. Chonjion éclata de rire et accepta ses excuses, affirmant qu'il était rare de voir quelqu'un reconnaître ses torts. Ils reprirent alors la route ensemble. Quelque part au fin fond de la forêt, juste aux abords de la ligne de front du royaume démoniaque de Nan, une scène horrifique s'y déroulait. Des membres de l'organisation maléfique des 7 calamités attaquaient des civils. Un jeune homme venait tout juste d'être transpercé. La jeune fille à ses côtés, hurlant de douleur, venait quant à elle d'être capturée. Leur chef, armé d'une faux, se moquait de la naïveté du jeune homme qu'il venait de poignarder. Ces hommes, perchés comme des singes, éclatèrent eux aussi de rire. Puis, d'un air lubrique, rempli de luxure, le chef se rapprocha de la jeune fille tout en lui proférant des menaces ignobles. L'un de ses subordonnés plaqua la lame froide de sa faux contre la gorge de la jeune fille, promettant humiliation et mort. Puis soudain, un signal lumineux rouge fendit le ciel. Observant la scène de loin, l'un des bandits avertit immédiatement ses compagnons qu'ils allaient avoir bientôt de graves ennuis. Toutefois, peu ébranlés par cette situation et motivés par leurs instincts les plus primitifs, ils foncèrent sur la jeune fille qui avait lancé le fumigène dans l'espoir de la capturer. Comme prévu, un groupe d'artistes martiaux en renfort apparut peu après. À leur tête se trouvait une femme, manifestement la commandante. Sans hésiter, elle ordonna à ses hommes de se mettre en formation défensive. Face à eux, les membres des 7 calamités, connus pour leur malveillance, restèrent imperturbables. Les bandits sautèrent à terre, faux en main, déferlant sur les renforts des dizaines de rafales de coups d'épée. Leur intention était claire, s'emparer d'une autre femme, puis se retirer aussitôt. Mais les renforts réagirent immédiatement. Le chef des bandits lança une attaque violente avec sa faux vers l'une des filles. Cette dernière, armée de 2 sabres, para avec difficulté l'assaut de l'assaillant. Malgré l'arrivée des renforts, les bandits opposèrent une résistance farouche. Le chef des bandits demanda avec arrogance s'il croyait pouvoir les arrêter à eux seuls. Après un long moment de combat, les 2 camps étaient épuisés et aucun vainqueur ne se dessinait. C'est alors qu'une présence écrasante se manifesta. Une silhouette immense descendit du ciel. Son aura domina instantanément le champ de bataille. Il s'agissait de Ma Yugium, capitaine de la 4e division du 13e corps du Dragon Volant, une unité d'élite de l'Alliance martiale.
Connu sous le nom du Faucon de Diancan, son apparition ranima immédiatement le moral des artistes martiaux. Les bandits commencèrent à paniquer. Leur chef tenta de calmer ses hommes. Il leur ordonna de se concentrer sur les autres ennemis et de lui laisser Mayugium. Rempli de confiance, il fonça sur le nouvel arrivant, ses 2 faux à la main. Concentrant toute son énergie dans ses armes, il les fit tournoyer telle une tornade vers son adversaire, libérant au passage une énergie d'une couleur violette. Observant la scène, Mayugium s'éleva gracieusement pour éviter l'attaque, puis stoppa sans difficulté, avec la pointe de son épée, l'assaut de son adversaire. Surpris, le bandit fut immédiatement projeté en arrière par la riposte du chef de clan. Avec l'aide de ses faux, il parvint cependant à stopper sa chute. À peine à terre, un autre bandit aperçut une nouvelle silhouette approcher. Sur la cime d'un arbre apparut une femme d'une beauté irréelle, presque dérangeante, dégageant une aura puissante et tranchante. C'était l'épée de l'Est, la suprême de l'épée du clan Tang, Tang Yue. Une figure aussi redoutable que mystérieuse. Pourtant, elle ne semblait pas vouloir intervenir. De l'autre côté, le chef des agresseurs tenta de se relever, mais Mayugium ne lui laissa aucun répit. Il enchaîna les attaques, forçant le bandit à mobiliser toute son énergie interne uniquement pour se défendre. Il n'avait aucune ouverture pour contre-attaquer. Il luttait simplement pour rester en vie. Comprenant la gravité de la situation, le bandit ordonna à ses hommes de s'emparer de la jeune fille et de battre en retraite, tandis qu'il resterait en arrière pour retenir l'ennemi. Pendant ce temps, l'apparition belle et énigmatique de Hun attira l'attention des bandits. Ils se précipitèrent vers elle, espérant la capturer. Mais elle se contenta de les regarder avec mépris, avant de se retourner et de prendre la fuite. Les bandits se lancèrent immédiatement à sa poursuite. À mi-chemin, la déesse, affichant un sourire malicieux, se tourna pour jeter un coup d'œil au bandit qui tenait la jeune fille en otage. Ressentant un malaise face à l'attitude inhabituelle de la jeune dame, le bandit tourna brusquement le regard en arrière. Toutefois, sans même qu'il ait le temps de s'arrêter, un jeune homme surgit de nulle part, lui transperçant le cœur en un instant, le laissant incrédule, le regard vide alors qu'il rejoignait peu à peu le royaume d'Hadès. Puis, il récupéra la jeune fille sans effort. Il s'agissait du chef d'escouade adjoint des renforts. Sans perdre de temps, il libéra ses points de pression, rétablissant la circulation de son énergie interne. Non seulement les bandits échouèrent à capturer Hun, mais ils perdirent également leur otage. C'est à cet instant qu'ils comprirent, horrifiés, qu'ils étaient tombés dans un piège soigneusement préparé. En levant les yeux, ils réalisèrent que ce n'étaient pas quelques artistes martiaux isolés qui les entouraient, mais des dizaines. Une véritable formation d'encerclement venait de se refermer sur eux. La commandante de l'unité d'embuscade Rikana, se moquant de leur lenteur de réaction. Sans attendre, elle dégaina son épée et se lança férocement à l'attaque. Au cœur du combat, un bandit paniqué cria soudain à ses compagnons de lever les yeux vers le ciel. Une nouvelle présence dominante apparut. C'était Feng Yang, capitaine de la 13e division du corps du dragon ascendant. Son regard était glacial. Sans dire un mot, il tira son épée et libéra une immense vague de cuits de sabre rose qui fracassa le sol, détruisant les faux et blessant grièvement l'un des bandits. À la vue de cette attaque, les bandits reconnurent immédiatement son identité, et la peur s'empara d'eux. Puis, une autre silhouette fit son apparition. Son attitude semblait nonchalante, presque paresseuse. Pourtant, elle dissimulait un danger extrême. L'homme sauta depuis un arbre en se plaignant qu'on avait interrompu son magnifique rêve. Ses frappes furent si rapides que les bandits ne se rendirent même pas compte que leur tête n'était plus rattachée à leur corps. Il s'agissait de Han Gyozung, premier membre de l'escouade, surnommé l'épée du dragon d'azur. L'apparition successive de tant de maîtres suprêmes anéantit le courage des bandits. Face à une telle différence de puissance, le chef des bandits comprit que rester signifiait une mort certaine. Il hurla à ses hommes de fuir, jurant intérieurement de ne jamais oublier cette humiliation. Mais les artistes martiaux vertueux, menés par la commandante à l'épée, n'avaient aucune intention de les laisser s'échapper. Elle se lança à leur poursuite et déclara d'une voix glaciale qu'il ne quitterait pas cet endroit vivant. Dans sa fuite désespérée, le bandit reçut un violent coup d'épée à l'épaule, laissant jaillir une quantité assez significative de sang. Furieux, le bandit jeta un dernier regard à ses agresseurs, puis jura de les faire payer, peu importe le temps que cela prendrait, avant de disparaître dans les fins fonds de la forêt avec les rares survivants. Mais la joie de la victoire fut de courte durée. Le groupe découvrit bientôt le corps d'un camarade tombé au combat. Un cri de douleur retentit auprès du corps sans vie de Zhonglang, sous le regard impuissant du capitaine d'escouade Mayugium. À l'arrivée du chef d'escouade de la 7e division, Seolpung, Mayugium, rempli de colère, l'attrapa par le col et l'accusa d'être la cause de tous ces morts du fait de son retard. Il l'insulta,
affirmant qu'un homme de naissance modeste n'avait aucune légitimité pour diriger une escouade. Seolpung baissa la tête et présenta ses excuses. Il expliqua calmement que son unité avait elle aussi été prise dans une embuscade, ce qui expliquait leur retard. Toutefois, ces explications ne parvinrent pas à apaiser la colère du chef d'escouade. Il multiplia de nouveau les insultes, le traitant d'irresponsable et remettant en doute la légitimité d'arborer le titre de chef d'escouade. Au même moment, une commandante adjointe de l'escouade 4 intervint. Elle ordonna sèchement à Ma Yugyeom d'arrêter d'injurier son chef d'escouade, soulignant que son unité avait également subi de lourdes pertes et qu'il venait tout juste de perdre plusieurs de leurs membres des suites de l'attaque d'un esprit araignée. Un esprit araignée est une créature capable de dépouiller les mortels de leur essence de vie afin de se nourrir et d'amplifier leur QI. Sinistre et perfide, il figure parmi les plus redoutables créatures démoniaques du Gyeonggu. Face à la fermeté de la jeune dame et prenant conscience de son emportement, le chef de la 4e escouade se calma. Il ne présenta cependant aucune excuse. Il se contenta de tourner les talons et de s'éloigner en silence. La commandante adjointe manifesta son mécontentement, mais Seolpung leva calmement la main pour l'arrêter. Il lui expliqua qu'il comprenait la colère de Ma Yugyeom. Après tout, lui aussi venait de perdre un membre de son unité. Malgré l'humiliation subie, et malgré l'insistance de la commandante adjointe, Seolpung conserva une attitude douce. Il afficha un sourire apaisant et rassura la commandante adjointe, lui expliquant qu'il allait bien et qu'il n'était pas nécessaire de s'inquiéter davantage ni d'en faire toute une affaire. Mais Eun ne partageait pas cet avis. Elle le réprimanda sans détour, affirmant que sa faiblesse et sa passivité étaient précisément ce qui avait permis à Ma Yugyeom de le rabaisser et de l'écraser publiquement. Elle l'avertit froidement que s'il continuait à agir de manière aussi naïve, ce ne serait pas lui qui en paierait le prix, mais les membres de sa propre équipe. Face à ces paroles, Seolpung ne put que se gratter la tête et sourire maladroitement. Han Jiazan, capitaine de la 1re division, changea alors de sujet. Il attira l'attention sur la nouvelle vague de recrues arrivées ce jour-là et exprima l'espoir qu'elle parviendrait à survivre suffisamment longtemps. Parmi ces nouvelles recrues prometteuses se trouvait justement notre protagoniste. Après une longue marche, Jin et Chongyun arrivaient enfin au palais Yunnan du grand culte du démon de sang, second quartier général du champ de bataille. Dès leur arrivée, ils furent conduits dans une salle d'attente afin de rencontrer le commandant adjoint. Jin observa les lieux avec attention. En dehors de lui et de Chongyun, une seule autre personne attendait, une petite fille aux cheveux roses. Cette scène lui semblait étrangement familière, comme si rien n'avait changé depuis sa régression. Chongyun, visiblement inquiète, interrogea notre protagoniste au sujet d'une rumeur. Elle avait entendu dire que l'âge moyen de la 13e escouade était le plus bas parmi toutes les unités. Elle se demanda alors si cela signifiait que tous les artistes martiaux expérimentés étaient déjà tombés au combat. Jin confirma que c'était bien le cas. Il se souvint que, dans sa vie passée, la 13e escouade avait toujours été remplie de visages extrêmement jeunes. Les seuls hommes d'âge mûr encore en vie étaient le capitaine et son commandant adjoint. Chongyun exprima alors son inquiétude, craignant que ce lieu ne soit peuplé uniquement de jeunes maîtres martiaux forcés de rejoindre l'armée. À ce moment-là, la jeune fille aux cheveux roses, au regard encore innocent, prit timidement la parole. Elle demanda pourquoi les artistes martiaux les plus talentueux ne se portaient pas volontaires. Jin lui révéla la dure vérité de cette guerre. Il expliqua que le front n'offrait ni richesse, ni gloire. Tout ce qui s'y produisait était strictement interdit de divulgation à l'extérieur. Qu'un combattant accomplisse des exploits héroïques ou qu'il meure dans l'oubli le plus total, personne, hors du front, n'en saurait jamais rien. Même si l'on prétend que les héros ne recherchent ni la gloire ni les richesses, la réalité était bien différente. Les gens évitaient instinctivement les endroits dangereux qui ne promettaient aucune reconnaissance. C'était pour cette raison que ce lieu manquait de véritables maîtres de haut niveau. À cet instant, la personne que les recrues attendaient fit enfin son apparition. Il s'agissait de Yin Yongbo, commandant adjoint de la 13e escouade, surnommé l'épée du vent rapide. En apercevant cet ancien compagnon de sa vie passée, Jin ressentit un mélange de nostalgie et d'amusement. Fidèle à ses vieilles habitudes, Yin Yongbo demanda immédiatement si quelqu'un avait déjà entendu parler de son illustre réputation. Dans la salle, l'ambiance changea brusquement lorsque Chongjin coupa net la conversation. Avec un ton incroyablement franc, il demanda à Yangbo s'il était censé le connaître, avant d'ajouter qu'il n'avait jamais entendu parler de lui. Cette réplique glaciale laissa Yangbo complètement déstabilisé. Pour sauver la face, il expliqua maladroitement qu'au front, de nombreux experts restaient cachés à cause d'un serment secret.
Mais Chongyun intervint aussitôt. Elle affirma qu'elle connaissait par cœur les noms de tous les maîtres ayant atteint le royaume du sommet, puis demanda si Yongbo faisait partie de cette élite. La question, posée en plein dans son point faible, le laissa sans voix. À côté, Jin esquissa un sourire discret pour détourner l'attention, Yongbo se racla la gorge et passa à la distribution des affectations. Il parcourut la liste des nouveaux recrues et s'aperçut qu'il avait le nom de notre protagoniste, Jin Seong-ho, troisième jeune maître de la famille Seong-ho. Le nom suivant sur la liste était celle de la jeune fille aux cheveux roses. Chonjuan-fi aînée de Chongazan, des gardiens moribonds de Guizhou. C'était une secte non orthodoxe, ce qui supprit les autres car généralement les sectes non orthodoxes évitaient de s'engager au front, mais ce qui supprit le plus le chef de la 13e escouade était le dossier de Chongyun. Sa fiche était quasiment vide, il était identifié que son nom. Et une mention indiquant que ses origines ne pouvaient pas être révélées. Ce détail interpella notre protagoniste, il en déduisait qu'elle faisait sûrement pas partie d'une famille ordinaire. Yongbo perdit immédiatement son calme. Il déclara que personne au passé flou n'était autorisé à rejoindre leur rang. Jin, lui, comprit tout de suite que le commandant bluffait. Après tout, il ignorait encore la véritable identité de Seolpung, le capitaine de la 7e division, mais n'avait jamais posé de questions. Malgré ses menaces, Chongyun lui répondit qu'Hélène avait jamais entendu de telles informations venaient du siège. Se sentant acculé, le chef d'escouade lui expliqua que c'était différent dans leur escouade et la menaça de la transférer ailleurs si elle ne dévoilait pas le nom de sa secte et celle de ses parents. Voyant la situation s'envenimer, Jin essaya de calmer les tensions. Il expliqua au chef d'escouade que Chongyun était une proche de Jaegal Seoyul. Le nom de la famille Jaegal résonna comme une gifle pour l'instructeur. Jaegal était la fille chérie de Jaegal Jigang, stratège suprême de l'alliance martiale du Murim. Incrédule, il refusa de croire qu'une connaissance d'un tel personnage puisse volontairement s'engager sur le front. Jin lui répondit qu'il en avait aucune idée, mais il supposa que cela faisait peut-être partie du plan manigancé par les hauts dignitaires de l'Alliance. Face à un tel lien, il n'eut d'autre choix que d'accepter la candidature de notre héroïne. Il annonça à contre-cœur qu'il fermerait les yeux sur l'absence d'informations concernant cette dernière uniquement, en raison de ses liens avec la suite de ses événements. Jin et les autres fut amené au quartier général de la 7e escouade à la vue des bâtiments. Jin fut submergé par une profonde nostalgie dans sa vie précédente. Cet endroit l'avait marqué. Il y avait vécu de bons moments, mais aussi des humiliations profondes. Traité de honte de la famille Seong-ho, il avait subi brimades et coups, dissimulés sous prétexte d'entraînement. Aujourd'hui, éviter la 4e division, dirigée par le terrible capitaine Ma Yugyeong, relevait déjà du miracle. Revenir à la division 7 était encore mieux que tout ce qu'il avait espéré. Décidé à tourner la page, Jin suivit Seolpung et les recrues vers la salle où les membres actuels de la division les attendaient. L'accueil fut globalement chaleureux. On riait, on plaisantait. Mais malgré tout, notre protagoniste ne pouvait s'empêcher d'être un peu nerveux. Les souvenirs des moqueries sur son apparence, les insultes blessantes, tout cela n'était pas si lointain. Pourtant, cette fois, il se sentait différent. Prêt à recommencer. Prêt à avancer. Seolpung posa une main sur son épaule et présenta calmement notre héros comme le 3e jeune maître du clan Seong-ho, leur implorant de bien traiter leur cadet. À l'instant où le nom « Seong-ho » fut prononcé, ils changèrent tous d'attitude, mais pas dans le bon sens. Leur mépris devint une moquerie encore plus cruelle. Ils connaissaient parfaitement la mauvaise réputation de Jin et se moquèrent même de sa perte de poids. L'un d'eux lâcha qu'il ferait mieux de regrossir pour mieux servir d'appât au monstre. Seolpung resta impassible, observant la scène. 2 autres membres, plus bienveillants, commencèrent à se lever, redoutant le pire. Mais contre toute attente, Jin fit un pas en avant. Il sourit et tendit la main. Tout en prononçant le nom du soldat qui venait de l'insulter, il le salua chaleureusement. Surpris, le soldat se demandait comment notre héros connaissait son nom puisqu'il ne s'était pas encore présenté. Jin, affichant toujours le même sourire, lui répondit qu'il connaissait bien évidemment son nom, mais qu'avant tout, il allait lui donner une petite leçon. Jin le tira brusquement vers lui, puis lui asséna simultanément un violent coup au plexus solaire et à l'entrejambe. Ensuite, lui saisissant le bras, il le retourna violemment, puis fondit sur lui en lui assénant un violent coup de pied. L'homme fut immédiatement plongé dans les vapes, les yeux écarquillés, remplis d'incompréhension. Les autres anciens, stupéfaits, accoururent vers Jin et lui demandèrent ce qu'il faisait. Jin, avec toujours son sourire emblématique, leur expliqua qu'il leur rendait tout simplement leur courtoisie. Face à sa répartie, ceux qui se moquaient de lui quelques secondes plus tôt semblèrent soudain très troublés. Voyant leur regard rempli d'hostilité, Jin se demanda presque s'il devait en tabasser 2 ou 3, pour être sûr qu'ils se tiennent tranquilles. Au même moment, des bruits de pas résonnèrent derrière Jin. Un étrange individu à l'allure imposante demanda aux membres du groupe ce qui se passait. Le reconnaissant, Jin esquissa un léger sourire. C'était le chien dominant de la 7e escouade.